SeaWorld surveille de près une orque accusée d'avoir tué un dresseur. La foule était venue pour un spectacle, mais est repartie dans un silence stupéfait. À l'Europark, Kato, l'orque vedette, a fait l'impensable. Il a attaqué son entraîneur dans une explosion de violence en une fraction de seconde. Pas d'avertissement, pas d'échappatoire. Et ce n'était pas la première fois. Il est presque impossible d'oublier l'attaque horrible plus tôt cette année à SeaWorld, l'attaque qui a laissé un entraîneur mort noyé par une orque. À travers le monde, les orques en captivité se sont retournés contre leurs dresseurs de manière choquante et imprévisible. Qu'est-ce qui déclenche ces explosions soudaines et mortelles? Que s'est-il réellement passé dans ces derniers instants palpitants, plongés dans les histoires poignantes de 7 dresseurs d'orques qui ne l'avaient pas vu venir? Numéro 7. Alexis Martinez et Keto. Pendant la majeure partie de sa vie, Keto n'a jamais ressenti l'océan. Il n'a jamais chassé de proie vivante ni voyagé à travers les eaux ouvertes avec son groupe. Au lieu de cela, il a été élevé en captivité et formé pour se produire dans des spectacles. Au l'Europark à Tenerife, Keto est devenu une attraction vedette, attirant des foules de touristes désireux de voir un épaulard de près. Il avait même été transféré entre différentes installations pour divers spectacles. Mais en 2009, quelque chose en lui a commencé à changer. Cette année-là, pendant les préparatifs du spectacle de Noël du parc, Keto était dans un bassin d'entraînement avec Alexis Martinez, âgé de 29 ans. Alexis était un entraîneur expérimenté qui avait passé des années à travailler avec des orques. Les deux se connaissaient bien et leur routine s'était toujours bien déroulée. Mais le 24 décembre, les choses ont pris une mauvaise tournure. Au début, Keto semblait bizarre. Il a raté quelques-uns de ses mouvements habituels pendant l'entraînement, mais il flottait près de la surface, calme et immobile. Alexis est resté avec lui, sentant probablement que quelque chose n'allait pas, mais sans savoir à quel point cela deviendrait sérieux. Plus tard, un des membres du personnel a dit qu'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel. Keto semblait délibérément se placer entre Alexis et la plateforme de la scène, presque comme s'il ne voulait pas qu'il parte. Lorsque le signal pour la scène sous-marine a été donné et qu'Alexis a commencé à s'éloigner à la nage, Keto s'est approché, lentement d'abord, mais avec une pression croissante. Un autre entraîneur, observant depuis le côté, a essayé d'utiliser des signaux de contrôle, qui avaient toujours fonctionné dans le passé. Mais Keto n'a pas réagi. Il a utilisé le bout de son museau, connu sous le nom de rostre, pour pousser Alexis avec force au fond de la piscine. La situation est rapidement devenue sérieuse. L'entraîneur à terre est passé aux signaux de secours, espérant reprendre le contrôle. Pendant un instant, on aurait dit que Keto se calmait. Il est remonté à la surface et a repris son souffle. Mais en quelques secondes, il a plongé de nouveau, cette fois en revenant avec Alexis, équilibré sur son rostre. Sa bouche était fermée. Puis Keto a lâché prise, et Alexis a lentement coulé. La panique s'est installée. Les entraîneurs se sont précipités pour isoler Keto. Il a résisté, s'attardant près de la porte comme s'il jouait avec. Ce n'est qu'après qu'un filet de sécurité a été déployé dans l'eau qu'il s'est déplacé dans le bassin adjacent. Cela a donné à l'équipe juste assez de temps pour récupérer le corps d'Alexis du fond. Les blessures subies par Alexis étaient catastrophiques. Hémorragie interne, multiples déchirures d'organes, fractures de compression et des marques de morsures couvraient son corps. Il n'y avait rien à faire pour le sauver. Son autopsie a confirmé qu'il est mort à la suite d'une attaque d'orque. Ce qui a empiré les choses, c'était de savoir que cela ne venait pas de nulle part. Des experts avaient déjà exprimé des inquiétudes concernant les orques à l'Europark. Les bassins créaient un environnement qui laissait les baleines ennuyées, frustrées et émotionnellement éprouvées. Sans une femelle forte pour guider la structure sociale, les choses parmi les baleines sont devenues imprévisibles. Keto et les autres s'ajustaient constamment les uns aux autres, luttant pour établir la domination et la routine. L'ennui à l'intérieur des bassins est devenu si extrême que les orques arrachaient souvent des bandes du revêtement Medflex, utilisé pour l'étanchéité, juste pour s'occuper. Quand des animaux conçus pour la vitesse, les liens sociaux et des kilomètres d'océan sont confinés dans des bassins étroits et peu profonds, leurs instincts naturels se déforment. La pression monte et finalement quelque chose cède. La tragédie avec Keto et Alexis a laissé derrière elle plus que du chagrin. Elle a révélé la tension qui vient du fait de forcer des animaux marins puissants dans des espaces confinés pour le divertissement. Ces créatures sont intelligentes, émotionnelles et socialement complexes. Quand nous leur enlevons la liberté de vivre comme elles étaient censées le faire, quelque chose se casse. Et parfois, cette rupture devient mortelle. Numéro 6. Kasatka et Ken Peters. L'un des cas les plus troublants d'agression d'orques impliquait une orque femelle nommée Kasatka. L'incident s'est produit à SeaWorld San Diego le 29 novembre 2006. Ce qui s'est passé pendant le spectacle du soir a laissé beaucoup de gens stupéfaits. Le dresseur Ken Peters exécutait un tour de routine appelé le saut de fusée, où la baleine propulse le dresseur hors de l'eau. Mais au lieu de terminer le tour, Kasatka s'est soudainement retourné et a attrapé Peters par le pied, le traînant sous l'eau. Ce qui a suivi a été 9 minutes de terreur pure. Kasatka a tiré Peters profondément sous la surface, le maintenant enfoncé.
De temps en temps, elle le remontait juste assez longtemps pour qu'il puisse reprendre son souffle avant de le replonger. Ce n'était pas caché. La foule a regardé avec choc et tout a été filmé. Finalement, Peters a trouvé une brève opportunité pour s'échapper lorsque Kasatka a desserré sa prise. D'autres entraîneurs ont rapidement réagi, tendant un filet entre eux. Cette barrière l'a aidé à s'éloigner à la nage. Kasatka a encore essayé de suivre, mais Peters a atteint un endroit sûr. Il a survécu avec un pied cassé et plusieurs blessures par perforation. Cela aurait pu être bien pire. Ce qui rendait la situation encore plus alarmante, c'est que ce n'était pas la première fois que quelque chose comme cela se produisait. Kasatka avait déjà attaqué des entraîneurs. En fait, elle avait ciblé Peters dès 1999. Donc ce deuxième incident a suscité de sérieuses préoccupations, surtout que les deux rencontres impliquaient la même baleine et le même entraîneur. Plus tard, Peters a dit qu'il ne croyait pas que Kasatka voulait le tuer. Il a même comparé le risque au fait de prendre la voiture chaque jour, sachant que des accidents peuvent arriver. Il a expliqué que même lorsqu'il était entraîné sous l'eau, il pensait qu'elle finirait par le lâcher. Cette opinion, cependant, n'était pas partagée par tout le monde. Beaucoup de gens croyaient que ce qui s'est passé n'était pas un hasard. Si vous prenez un prédateur massif de l'océan, l'enfermez dans un réservoir, l'isoler de son habitat naturel et le forcer à faire des tours pendant des années, il pourrait finir par craquer. C'est exactement ce que certains disent s'être passé entre Kasatka et Peters. Des experts qui ont examiné les images et analysé la situation ont ajouté une autre dimension à l'explication. Le petit de Kasatka avait vocalisé depuis un autre bassin pendant le spectacle. Ces appels vocaux ont peut-être augmenté son stress ou déclenché une réaction protectrice, ce qui pourrait expliquer son agressivité soudaine pendant le tour. La vie de Kasatka s'est terminée en 2017. Elle a été euthanasiée après avoir développé une forme de pneumonie incurable. À ce moment-là, elle avait environ 40 à 42 ans. Une longue vie selon les standards des orques en captivité, mais une vie marquée par l'isolement, le stress et finalement la tragédie. Cet événement a poussé beaucoup à se poser des questions plus profondes. Combien un animal peut-il endurer avant de craquer? Le comportement de Kasatka n'est pas sorti de nulle part. Il résulte d'années passées dans un environnement qui ne répondait pas à ses besoins naturels. Pas d'océan, pas de véritable groupe familial, et nulle part où s'échapper lorsque le stress s'accumule. Numéro 5. Claudia Vollard et Tekoa. En 2007, une dresseuse de 29 ans nommée Claudia Vollard a failli mourir lors d'une séance d'entraînement de routine avec une orque nommée Tekoa. Mais avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé ce jour-là, nous devons revenir sur la vie de Tekoa et ce qu'il a enduré. Tekoa est né le 8 novembre 2000. Au début, tout semblait bien, mais au fil des mois, quelque chose a commencé à changer. Sa mère, Taima, a commencé à agir agressivement envers lui. Elle l'a griffé avec ses dents, l'a immobilisé contre les parois de la piscine et l'a même échoué. L'année suivante, la situation était devenue trop dangereuse et Tekoa a été définitivement séparé de Taima. Une autre baleine, Kalina, qui venait de donner naissance à un mâle nommé Tuar, a pris Tekoa en charge comme mère de substitution. En grandissant à SeaWorld à Orlando, Tekoa a passé beaucoup de temps avec Tuar et Kalina. Ils étaient son petit groupe social. Parfois, il interagissait aussi avec Katina et son fils, Ika, mais c'était Tuar avec qui il était le plus proche. Les deux jeunes mâles se produisaient souvent ensemble dans des spectacles. Puis, le 25 avril 2004, Tekoa et Tuar ont été chargés dans un véhicule de transport et emmenés à SeaWorld San Antonio. 2 ans plus tard, la vie de Tekoa a de nouveau changé. Il a été envoyé à l'Europark en Espagne, avec 3 autres baleines, dans le cadre d'un prêt pour la reproduction. Mais ce nouvel environnement n'avait rien de commun avec ses maisons précédentes. Les 4 baleines avaient été séparées de leur mère à un jeune âge. Cela perturba leur capacité à créer des liens sociaux adéquats. Quand ils ont été réunis, la dynamique du groupe était instable. Ils se sont souvent battus. L'agressivité est devenue la norme. Dans cette situation instable, Tekoa s'est retrouvé au bas de l'échelle sociale. Il est devenu la cible. Les autres l'ont mordu, griffé et harcelé constamment. Le personnel du parc a commencé à s'inquiéter de son état. Alors ils ont essayé de le renvoyer à SeaWorld. Mais SeaWorld a refusé. Chaque demande de retour de Tekoa a été refusée. Même si le groupe s'est calmé un peu avec le temps, la violence n'a pas complètement cessé. Le corps de Tekoa racontait l'histoire. Il était couvert de cicatrices à cause des attaques répétées. Beaucoup des marques de griffes étaient si graves que Tekoa a commencé à s'échouer, probablement pour éviter les autres. Certains visiteurs réguliers du parc disent qu'ils pouvaient le reconnaître rien qu'en regardant les profondes cicatrices le long de son côté. Tout cela a peut-être joué un rôle dans ce qui s'est passé ensuite. Claudia Vollard avait rejoint l'Europark en 2003. En 2007, elle travaillait avec Tekoa depuis environ 1 an avant l'attaque. Cela s'est produit lors d'une des répétitions avant le spectacle. Claudia et Tekoa exécutaient un comportement appelé la poussée du pied. Dans ce mouvement, l'entraîneur place ses pieds sur le rostre de l'orque et la baleine les pousse à travers la surface de la piscine. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. En pleine performance, Tekoa a soudainement tiré Claudia sous l'eau.
Il l'a tirée vers le fond, puis l'a ramenée à la surface. Encore et encore, il a répété cet acte terrifiant. Ses collègues ont accouru pour l'aider et ont finalement pu la sortir de l'eau. Claudia a subi de graves blessures. Son avant-bras était cassé en 2 endroits. Elle avait aussi des dommages à un de ses poumons. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital et stabilisée. Étonnamment, elle a choisi de retourner au travail après son rétablissement. Mais après cet incident, de nouvelles règles strictes ont été introduites. Tokoa n'était plus autorisée à interagir avec un entraîneur non expérimenté. Tous les travaux impliquant de l'eau avec lui ont été complètement arrêtés. Il est facile de regarder la morsure ou l'attaque et de qualifier la baleine de dangereuse, mais il y a toujours plus sous la surface. Tokoa avait été déplacé d'un parc à l'autre, éloigné de sa famille, placé dans des groupes avec d'autres baleines isolées et soumis à un stress quotidien et à la violence. Son environnement n'était pas naturel. Il était contrôlé, restreint et souvent brutal. Quand nous examinons le voyage de Tokoa, ses cicatrices corporelles et les choix faits par les humains autour de lui, il devient évident que ce n'est pas qu'une histoire de baleine qui s'énerve. Cela concerne ce qui se passe lorsque des créatures sauvages sont confinées dans des espaces où elles n'auraient jamais dû vivre. Numéro 4. Anetekus et Chamu. Chaque cascade ne se déroule pas comme prévu, surtout quand la vedette pèse plusieurs tonnes et a des rangées de dents conçues pour la chasse. Le 20 avril 1971, la secrétaire des relations publiques de SeaWorld, Anetekus, a été invitée à participer à un coup publicitaire. Le plan était simple. Elle devait monter sur un épaulard nommé Chamu à travers l'eau en portant un bikini. Les caméras tournaient, la foule regardait, et tout semblait se dérouler comme prévu au début. Pendant quelques instants, Ekus a réussi à garder l'équilibre sur le dos de l'orque sans problème. Mais juste au moment où la balade touchait à sa fin, quelque chose a changé. Sans avertissement, Chamu l'a jeté. Avant que quiconque puisse réagir, la baleine avait attrapé la jambe d'Ekus et refusait de la lâcher. L'atmosphère paisible a disparu. Des cris ont rempli l'air alors que Chamu la traînait autour du bassin, fermement agrippée. Les plongeurs ont sauté à l'eau armés de barres métalliques, essayant de forcer la baleine à la relâcher. Mais il y avait une hésitation, un faux mouvement, une traction trop forte, et ils craignaient que les puissantes dents de l'orque ne déchirent sa chair. Cela a demandé beaucoup d'efforts, mais finalement, ils ont ouvert la mâchoire de Chamu. Ekus a été sorti de l'eau en urgence et s'est immédiatement effondrée sous le choc. Ensanglantée, blessée et traumatisée, elle a été rapidement transportée à l'hôpital. Ses blessures étaient profondes et graves. Cela a nécessité 25 points de suture. Elle a ensuite poursuivi SeaWorld pour l'incident, espérant les rendre responsables. Mais bien qu'un tribunal ait initialement statué en sa faveur, la compensation financière qu'elle a reçue a été annulée en appel. Cette attaque a ajouté aux préoccupations croissantes concernant le fait de garder des animaux sauvages massifs dans des réservoirs fermés. Lorsqu'un animal conçu pour l'océan est forcé de vivre dans un espace limité et d'interagir avec des personnes pour le divertissement, les résultats peuvent être imprévisibles et parfois violents. Numéro 3. Shuka attaque l'entraîneur. En 2012, un public nombreux au Six Flags Discovery Kingdom a assisté à quelque chose qu'il n'attendait à pas. Un orque de 19 ans, né en captivité et nommé Shuka, qui se produisait pendant un spectacle, est soudainement devenu agressif. Au début, tout semblait normal. Mais ensuite, sans avertissement, Shuka a bondi sur la scène, son corps se précipitant vers le dresseur dans un mouvement soudain. La force de l'impact a soulevé le dresseur dans les airs. Dans un suivi rapide, elle a poussé le dresseur dans l'eau. Le spectacle a été immédiatement arrêté, laissant la foule confuse et inquiète. C'était la première fois que Shuka était filmé en train d'agir de manière agressive envers un entraîneur devant des spectateurs. Mais ceux qui travaillaient dans les coulisses affirmaient que ce n'était pas inattendu. Les entraîneurs savaient déjà qu'elle pouvait être imprévisible. L'ancien entraîneur d'orques, John Hargrove, qui avait travaillé en étroite collaboration avec Shuka, se souvenait de plusieurs moments troublants. Un incident l'a marqué. Il avait signalé à Shuka de nager en dessous de lui pour qu'il puisse monter sur son dos. C'était un mouvement qu'ils avaient pratiqué de nombreuses fois. Mais ce jour-là, elle a ignoré le signal. Au lieu de cela, elle a foncé droit sur lui. Le choc a forcé Hargrove à passer sous l'eau et l'a violemment projeté contre la paroi en acrylique du bassin. Le public a pu le voir comme une partie du spectacle, mais il savait que quelque chose n'allait pas. Maintenant, en l'an 2000, environ un an avant l'attaque publique, quelque chose d'important s'est produit. Shuka a perdu son compagnon de bassin. Un dauphin mâle nommé Merlin a été retiré de son enclos. Après cela, Shuka est restée seule. Les orques à l'état sauvage ne vivent pas ainsi. Elles dépendent d'une interaction constante avec les autres. La loi sur le bien-être des animaux exige en fait que les animaux très sociaux comme les orques ne soient pas détenus seuls. Pourtant, pendant des mois, Shuka a vécu dans un isolement complet. Les experts ont remarqué que les orques qui sont gardés seuls deviennent souvent plus agressifs. Certains commencent même à montrer des comportements anormaux ou une détresse mentale. Ce qui est arrivé avec Shuka n'est pas seulement un cas rare d'un animal qui agit de manière inhabituelle. Elle reflète ce que peuvent entraîner des années de conditions de vie non naturelles. Des cas comme celui-ci soulèvent de véritables inquiétudes quant au coût de la captivité.
Lorsque des créatures intelligentes et sociales sont séparées de leur environnement naturel et privées d'interactions essentielles, leur comportement change souvent de manière nuisible. L'agressivité que nous voyons dans des moments comme ceux-ci ne sort peut-être pas de nulle part. Elle peut provenir d'années de silence, de frustration et de besoins non satisfaits. Numéro 2. Dawn Brancheau et Tilikum. Elle était le visage du spectacle. Dawn Brancheau n'était pas juste une entraîneuse à SeaWorld Orlando. Elle était celle que les gens venaient voir. Les visiteurs ont regardé avec émerveillement alors qu'elle se produisait aux côtés de gigantesques orques qui sautaient dans les airs avec assurance et grâce. Pour le public, cela ressemblait à une relation parfaite entre l'humain et l'animal. Mais en coulisses, une réalité beaucoup plus sombre se déroulait. Dawn Brancheau a toujours rêvé de travailler avec les animaux marins. Elle a étudié la psychologie et le comportement animal à l'université. Après avoir obtenu son diplôme, elle a passé du temps à travailler avec des dauphins dans le New Jersey. Cela l'a aidé à acquérir une expérience très nécessaire avant de décrocher son emploi de rêve à SeaWorld. En seulement 2 ans, elle est devenue dresseuse d'orques. Elle ne se contentait pas de dresser les animaux, elle travaillait dur pour rester en forme. Les exigences de la nage et des performances avec de telles créatures massives nécessitaient une force et une endurance totale. Dawn était rapidement devenue l'une des dresseuses les plus reconnues de SeaWorld. Elle était connue pour sa passion et son énergie calme. Son visage apparaissait sur les panneaux publicitaires et les annonces du parc, souvent aux côtés des orques avec lesquels elle travaillait. L'un de ces orques était Tilikum, un énorme mâle épaulard qui avait été en captivité pendant plus de 3 décennies. Pesant plus de 12 000 livres, il était le plus grand orque du parc. Dawn et Tilikum avaient noué un lien au fil des années. Ceux qui l'entouraient disaient qu'elle lui faisait profondément confiance et le traitait avec patience et soin. Mais même elle comprenait les risques. Des années avant sa mort, elle avait parlé des dangers liés au travail si étroit avec des animaux si puissants. Le 24 février 2010, juste après la fin d'un spectacle de midi, Dawn interagissait avec Tilikum près du bord de la piscine. Les visiteurs de l'expérience Dean avec Chameau étaient encore assis à proximité, regardant alors qu'elle était allongée à côté de lui, son visage près du sien. Sans avertissement, il l'a attrapée. Certains ont d'abord cru qu'il l'avait attirée par sa queue de cheval, mais des rapports ultérieurs ont suggéré qu'il l'avait attrapée par l'épaule. Quoi qu'il en soit, elle s'est retrouvée soudainement sous l'eau, avec une orque qui ne semblait plus vouloir écouter. Ce qui a suivi était horrible. L'attaque n'a pas été rapide. Elle a duré presque 1 heure. Tilikum l'a violemment secouée et traînée. Les entraîneurs ont essayé d'utiliser des filets, de la nourriture et des ordres pour qu'il la relâche, mais rien n'a fonctionné. Il a refusé de la laisser partir. Lorsque le personnel a finalement réussi à le déplacer dans une piscine médicale séparée, il a relâché son corps. Mais à ce moment-là, il était bien trop tard. Les dégâts causés à Dawn étaient au-delà de ce que quiconque aurait pu s'attendre. Son bras avait été arraché, son cuir chevelu avait été enlevé. Le médecin légiste a trouvé des côtes cassées, une mâchoire fracassée et une moelle épinière sectionnée. La cause finale du décès était une combinaison de traumatismes contondants et de noyade. Pendant 45 minutes, Tilikum avait gardé son corps sans vie avec lui dans l'eau. Après l'attaque, Tilikum a été séparé des performances publiques. Il a passé la plupart de ses journées isolées, flottant souvent seul dans un bassin arrière, rarement actif. Il est resté comme ça jusqu'à sa mort, en janvier 2017. La mort de Dawn n'était pas la première impliquant Tilikum, et ce ne serait pas la dernière fois que les gens remettraient en question l'impact de la captivité sur le comportement des animaux. Si quelqu'un vous gardait enfermé à vie et vous obligeait à divertir des étrangers pour de la nourriture, votre état mental se dégraderait aussi. Et pour les orques, ce point de rupture peut être explosif. La mort de Dawn, cependant, a forcé un changement. SeaWorld a finalement décidé de mettre fin à son programme d'élevage en captivité des orques, mais pour beaucoup, cette décision est arrivée bien trop tard. Numéro 1. Le chemin tragique de Tilikum captif. Bien avant l'événement tragique qui a coûté la vie à Dawn Brancheau, il y avait des avertissements sous forme d'agression, de routines brisées et de comportements inexpliqués. Mais pour mieux comprendre, nous devons d'abord revenir à l'endroit où tout a commencé, à des milliers de kilomètres des bassins de SeaWorld. En 1983, un jeune Tilikum a été capturé dans les eaux froides, au large de l'Islande. Il avait seulement 2 ans. Arraché à son groupe et placé dans un bassin en béton aux eaux marins de Hafnarfjordur, l'orque n'avait nulle part où aller. Pendant des mois, il est resté piégé dans cet espace confiné et vide. Le bassin ne lui permettait pas de nager correctement, et à mesure qu'il grandissait, sa capacité à se mouvoir librement ne faisait qu'empirer. Puis vint le transfert vers Sealand of the Pacific en Colombie-Britannique, en 1984. À première vue, cela semblait être une amélioration, mais la situation s'est rapidement détériorée. Tilikum a été placé dans un bassin avec 2 orques femelles plus âgées, Haida 2 et Nootka 4. Le bassin ne mesurait que 26 pieds de large, et la tension montait rapidement. Les 2 femelles ne l'acceptaient pas. Au lieu de cela, elles l'intimidaient constamment. Elles passaient leurs dents sur sa peau et le laissaient blessé. Cet environnement stressant a conduit à des problèmes de santé, y compris des ulcères gastriques. Il a dû être déplacé dans un bassin médical séparé pour récupérer, mais les cicatrices émotionnelles ne se sont pas estompées.
Puis 20 février 1991, une entraîneuse à temps partiel nommée Kelty Byrne, qui étudiait également la biologie marine, a glissé et est tombée dans le bassin des orques. Ce qui s'est passé ensuite était terrifiant. Des témoins disent que Tilikum et les deux femelles ont nagé directement vers elle. Elle a essayé de s'échapper, remontant 3 fois à la surface, cherchant de l'aide, attrapant le bord de la piscine. Mais à chaque fois, les orques l'ont ramenée sous l'eau. Le personnel lui a lancé une bouée de sauvetage, mais les orques l'ont empêché de l'attraper. Pour eux, elle semblait être un objet à contrôler, à jeter et à traîner. Cela a duré environ 10 minutes avant qu'elle ne parte enfin. Son corps n'a été récupéré que plusieurs heures plus tard. Steve Huxter, responsable de la formation des animaux à l'époque, a admis que les baleines ne s'étaient jamais comportées de cette manière auparavant. Il a dit que c'était comme si elles étaient trop stimulées. Sealand ne s'est jamais remis de ce qui s'est passé. 18 mois plus tard, il a fermé. Tilikum et les autres orques ont été envoyés à SeaWorld Orlando. Beaucoup espéraient que le changement apporterait une amélioration, mais le cycle a continué. Le matin de juillet 1999, quelque chose d'étrange et de troublant s'est produit. Les entraîneurs de SeaWorld ont trouvé un cadavre flottant dans le bassin de Tilikum. L'homme était Daniel Dukes, âgé de 27 ans. La veille, il était entré dans le parc comme un visiteur régulier. À un moment donné, il a réussi à passer la sécurité et à grimper dans la piscine. Ce qui a suivi était flou. Aucune caméra n'a capturé l'incident et aucun personnel ne l'a vu. Le lendemain matin, son corps sans vie était étendu sur le dos de Tilikum. SeaWorld a dit qu'il s'agissait d'un cas d'intrusion. Pourtant, beaucoup se demandaient pourquoi quelqu'un se faufilerait dans le bassin d'un orque au milieu de la nuit, et ce qui aurait pu déclencher le comportement de Tilikum. Ce n'était pas le premier incident, et malheureusement, ce ne serait pas le dernier. Malgré les préoccupations croissantes, SeaWorld a continué d'inclure Tilikum dans les spectacles. Il se produisait toujours, était encore entraîné et faisait toujours partie de leur programme d'élevage. Cela a continué jusqu'à l'après-midi, où il a attiré Dawn Brancheau dans l'eau. Avec le recul, il devient difficile de voir ces attaques comme des événements isolés. Lorsqu'un animal conçu pour l'océan est piégé dans de petits bassins, privé de son groupe et soumis à des années de stress physique et psychologique, quelque chose finit forcément par céder. L'agressivité de Tilikum ne sortait pas de nulle part. Elle venait de quelque part de très réel. Cela nous amène à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez trouvée informative, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.